La Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014, est sur le point de connaître un tournant décisif que Vladimir Poutine n'aurait jamais imaginé il y a une décennie, et il est désormais impuissant à l'arrêter. Alors que la guerre à grande échelle avec l'Ukraine a éclaté en 2022, le conflit entre les deux pays remonte en réalité bien plus loin, à l'année 2014 précisément. C'est à ce moment-là que les forces russes ont procédé à l'annexion illégale de la Crimée, s'emparant d'une région entière de leurs voisins en moins de 4 semaines. Depuis lors, les responsables de Kiev, les commandants militaires et le peuple ukrainien dans son ensemble aspirent désespérément à la reconquête complète et à la dérussification totale de la Crimée. Il semble que leur attente touche enfin à sa fin. Contrairement à son soi-disant « opération militaire spéciale » de 2022, qui s'est transformée en une affaire longue, coûteuse et prolongée, l'annexion de la Crimée s'est déroulée plutôt sans encombre pour Poutine. Il a profité d'une brève période de chaos politique à Kiev pour s'emparer de la région, déployant du personnel d'élite en uniforme sans insigne pour semer la confusion et retarder toute réponse militaire ukrainienne. Tirant parti des installations militaires russes préexistantes, notamment à Sébastopol, les forces de Poutine ont rapidement pris le contrôle du Parlement de Crimée, des infrastructures clés et des centres de communication. Ce fut une opération à la fois soigneusement planifiée et exécutée de manière quasi parfaite. Elle a permis à la Russie de prendre le contrôle d'un emplacement hautement stratégique, décrit par Poutine lui-même comme un porte-avions insubmersible. C'est en effet grâce à la Crimée et à sa ville portuaire de Sébastopol que la Russie peut contrôler la mer Noire et projeter sa puissance en Méditerranée et même jusqu'au Moyen-Orient. Quiconque possède la Crimée exerce également une influence sur les diverses routes commerciales de la mer Noire, et il est important de noter que les eaux environnantes sont riches en ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz. En somme, c'est un territoire extrêmement précieux à contrôler, et la Russie a pleinement profité de ce contrôle lors de la préparation de l'invasion à grande échelle en 2022. Elle a acheminé des troupes, des munitions et du matériel militaire dans la péninsule, qu'elle a ensuite utilisé pour bombarder les régions du sud de l'Ukraine. Depuis lors, tout au long du conflit, la Russie a continué de s'appuyer sur la Crimée comme base de lancement militaire. Elle a tiré d'innombrables missiles et drones sur les villes, villages et positions de première ligne ukrainiens depuis la péninsule, tout en utilisant le célèbre pont de Crimée, qui relie la Crimée au continent russe à travers le détroit de Kertch, comme une ligne d'approvisionnement majeure. Cependant, la Russie n'a jamais pu s'établir pleinement en Crimée et exercer un contrôle total sur la région, car l'Ukraine ne l'a pas permis. Dès le premier jour de l'invasion à grande échelle, les commandants ukrainiens ont clairement indiqué que l'un de leurs objectifs à long terme était la libération de la péninsule. Et il n'a pas fallu longtemps aux forces armées ukrainiennes pour concrétiser cette déclaration par des actions réelles. En effet, quelques mois seulement après le début de la guerre, les premières attaques ont commencé, avec des équipages de drones ukrainiens ciblant la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol et des explosions secouant le pont de Crimée. Le message était clair. Même en combattant la Russie le long de centaines de kilomètres de territoire de première ligne dans des régions comme Donetsk, Louhansk et Kherson, l'Ukraine était déterminée à rendre la Crimée aussi dangereuse que possible pour les forces ennemies. Au fil des mois et des années, les attaques se sont poursuivies. Des navires de guerre ont été coulés à la base navale de Sébastopol. Des missiles de croisière Storm Shadow ont effacé des fortifications russes de la carte. Des avions ont été incendiés par des drones kamikazes et des systèmes de défense aérienne ont été anéantis, un par un. Le pont de Crimée a également continué de souffrir, étant touché pour la deuxième fois en juillet 2023, puis à nouveau en juin 2025. Certaines attaques ukrainiennes en Crimée étaient relativement modestes. D'autres ont été absolument dévastatrices, comme l'emblématique opération Crab Trap, qui a vu une salve de missiles Storm Shadow lancée directement sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol en septembre 2023, tuant reporté de lit plus de 30 officiers et blessant plus de 100 militaires supplémentaires. Ces attaques ont permis que les forces russes soient constamment sur le qui-vive en Crimée et autour, toujours conscientes que d'autres drones ou missiles pouvaient arriver à tout moment. Cependant, l'Ukraine a rarement été en mesure d'aller jusqu'au bout en Crimée, d'y déployer des troupes ou de réellement reprendre une partie de ses terres perdues. Elle avait toujours d'autres priorités, d'autres territoires contestés à gérer, d'autres villes à défendre, d'autres assauts russes à craindre. Elle ne pouvait pas commettre l'erreur de consacrer trop de temps, de ressources ou de personnel à la Crimée, car cela aurait pu créer des faiblesses dans des zones clés le long des lignes de front, donnant à la Russie la chance de percer et de s'emparer de terrains précieux. L'Ukraine a donc patiemment attendu son heure. Elle a continué à planifier et à exécuter des attaques réussies en Crimée. Elle a éliminé des atouts importants, tels que des systèmes de défense aérienne, des radars, des avions et des dépôts de munitions, mais parfois plusieurs semaines ou mois s'écoulaient entre chaque attaque, car les forces ukrainiennes devaient prioriser d'autres zones. En conséquence, ces incidents ont pu ressembler à des frappes isolées, voire aléatoires. Mais ce n'était pas le cas. Ils faisaient tous partie d'une stratégie plus vaste et contribuaient tous à l'objectif final, la dérussification de la péninsule de Crimée.
Chaque attaque affaiblissait la position des Russes. Chaque frappe diminuait leur influence sur la région et rendait plus difficile leur défense, de sorte que, le moment venu pour l'Ukraine de faire valoir son avantage, l'ennemi n'aurait aucun moyen de l'arrêter. Il semble que ce moment approche, car l'année 2026 a marqué un changement majeur dans la dynamique du conflit. Aujourd'hui, l'Ukraine est sans doute dans sa position la plus forte à ce jour. Son industrie de défense nationale ne cesse de se renforcer, avec littéralement des centaines de nouveaux entrepreneurs de la défense à travers le pays travaillant avec ferveur sur de nouvelles innovations passionnantes, des drones et missiles aux technologies de défense aérienne et bien plus encore. Sur le terrain, les forces de Kiev ont également connu des succès majeurs, réussissant non seulement à repousser les assauts incessants de la Russie et à l'empêcher de gagner du terrain, mais aussi à reprendre des quantités relativement importantes de territoires perdus. En effet, février 2026 a été un mois décisif pour l'armée ukrainienne, car c'était la première fois depuis 2023 que les forces du pays réussissaient à reprendre plus de terres qu'elles n'en avaient perdu. En outre, l'Ukraine devrait bientôt bénéficier d'un prêt transformateur de 90 milliards d'euros, soit environ 105 milliards de dollars américains, de l'Union européenne. Ce prêt avait été bloqué par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, mais avec la fin du règne des Orban après une défaite écrasante aux élections législatives du 12 avril, l'Ukraine est sur le point de recevoir l'énorme afflux de fonds dont elle a besoin pour renforcer ses forces, stimuler davantage son industrie de défense et se procurer les munitions et les fournitures nécessaires pour maintenir la pression sur ses ennemis. La Russie, quant à elle, n'a jamais semblé aussi affaiblie. Avec la défaite politique des Orban, par exemple, Poutine a perdu l'un des rares alliés qu'il avait au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Cela affaiblit considérablement son influence politique. Les forces russes avancent également à leur rythme le plus lent depuis des années. Dans certaines zones de première ligne, elles sont complètement à l'arrêt ou même repoussées par les défenseurs ukrainiens. Dans d'autres, elles avancent toujours, mais si lentement que cela ne fait presque aucune différence. L'armée du Kremlin continue également de perdre des soldats et du matériel à un rythme alarmant. Des dizaines de milliers de soldats sont tués ou gravement blessés chaque mois. Des milliers désertent également ou agitent le drapeau blanc, et même ceux qui suivent volontairement les ordres de leurs officiers ont de la chance de tenir quelques semaines dans les zones de combat avant de devoir être remplacés par de nouvelles recrues. En parlant de nouvelles recrues, il est désormais bien documenté que la Russie a de plus en plus de mal à en trouver suffisamment. Ses statistiques de recrutement sont en forte baisse, tandis que son taux de perte augmente, et tout au long du premier trimestre 2026, elle a été constamment incapable de recruter suffisamment de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui avaient été tués ou blessés. Son armée devient plus petite et plus faible, tout comme ses perspectives dans cette guerre. Toutes les discussions sur une victoire russe inévitable s'estompent lentement, mais sûrement alors que les experts et les analystes du monde entier, y compris certains blogueurs militaires russes, réalisent que la situation a changé. C'est l'Ukraine, et non la Russie, qui est en position de force. Le lieutenant-général Ben Hodge, qui a servi dans l'armée des États-Unis pendant près de 40 ans et a atteint le grade de général commandant de l'armée américaine en Europe, estime que c'est le moment pour les forces de Kiev d'accélérer le rythme en Crimée. Avant d'explorer ce qu'il a dit et ce que cela signifie, si ce genre d'analyse vous intéresse, assurez-vous de vous abonner à Carte du Pouvoir. Nous analysons la situation de cette manière chaque semaine. Le lieutenant-général Hodge a récemment participé au podcast de Times Radio, Frontline, The War in Ukraine and Global Security, qui présente des analystes et des experts discutant de la guerre russo-ukrainienne et partageant leurs perspectives et prédictions sur ce qui pourrait se passer ensuite. Lors de son apparition dans l'émission, Hodge a exprimé son point de vue selon lequel, malgré tous les combats et la tension ailleurs, la Crimée est sans doute la clé de toute cette guerre. Je crois toujours, comme je l'ai fait depuis le début, que la Crimée est le terrain décisif de la guerre. Il explique que la péninsule a une valeur à la fois symbolique et stratégique pour les deux parties. Poutine, par exemple, a constamment affirmé que la région devrait légitimement appartenir à la Russie et est allé jusqu'à la qualifier de lieu sacré et de partie inséparable de la Russie. Le dirigeant russe est également bien conscient de la valeur stratégique de la péninsule, Hodge notant. La capacité de projeter la puissance à travers la mer Noire vient réellement de la Crimée. Il poursuit en soulignant que si l'Ukraine était capable de reprendre la Crimée et de regagner le contrôle de ses ports et aérodromes, cela pourrait changer complètement le visage de cette guerre. Hodge note que des personnalités comme le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le commandant en chef du pays, Oleksandr Syrsky, sont bien conscientes de la valeur de la région et auront sans aucun doute la Crimée en tête de leur liste d'objectifs. Bien qu'il estime qu'un assaut terrestre direct dans la région ne se produira pas encore et n'est pas vraiment nécessaire pour le moment, il s'attend à des attaques plus soutenues contre les aérodromes, les défenses aériennes et d'autres cibles. Il pense également que les jours du pont de Crimée sont comptés, déclarant sans équivoque « Ce grand pont finira par tomber ». Ce serait un moment monumental pour l'Ukraine.
Même si la Russie a effectivement établi un pont terrestre vers la Crimée en occupant suffisamment de territoire du sud de l'Ukraine, elle dépend encore fortement du pont de Crimée lui-même et du détroit de Kertch en général pour transporter en toute sécurité des fournitures vitales, comme le carburant, les armes et les munitions, aux forces stationnées dans la péninsule et les régions du sud. Si ce pont tombait, cela changerait complètement la donne. Soudain, toutes les troupes russes restantes en Crimée seraient coupées de leurs compatriotes. Elles n'auraient plus le confort de cette voie d'évasion sécurisée vers le continent, ni ne pourraient bénéficier d'un flux constant et ininterrompu de fournitures depuis le kraï de Krasnodar. Ce serait également un énorme embarras pour le Kremlin de voir cette structure, qui a coûté près de 4 milliards de dollars à la Russie, effacée de la carte. L'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait cibler le pont avec succès. Elle l'a fait à 3 reprises, utilisant un mélange de drones et d'explosifs sous-marins pour endommager la structure et la forcer à fermer temporairement pendant les réparations. L'Ukraine est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années, avec des drones et des missiles plus puissants qui pourraient potentiellement faire s'écrouler des sections entières du pont dans les eaux. Il n'est pas impossible qu'une 4e attaque sur le pont de Crimée soit déjà en phase préparatoire. Entre-temps, l'Ukraine intensifie déjà ses dernières attaques sur la péninsule, éliminant encore plus de ses atouts importants dans cette région. Dans la nuit du 5 avril, par exemple, les services de renseignement de la défense ukrainienne ont confirmé que des unités spéciales du département des opérations actives avaient utilisé des drones pour neutraliser le ferry ferroviaire russe, le Slaviana. C'était le dernier ferry ferroviaire opérant à travers le détroit de Kertch. Ces ferries livraient du matériel militaire et des munitions à travers l'eau aux forces russes en Crimée, mais avec tous ces navires désormais détruits, endommagés ou autrement désactivés, la Russie aura inévitablement plus de difficultés à acheminer les ressources d'un point A à un point B. Elle devra très probablement utiliser plus régulièrement le pont de Crimée, ce qui en ferait une cible encore plus précieuse pour l'Ukraine. Alternativement, les commandants du Kremlin pourraient choisir d'acheminer les fournitures à travers les territoires occupés du Donbass et vers la Crimée via la région de Kherson. Cependant, le problème avec ce plan est que ces routes sont beaucoup plus proches des combats de première ligne et donc beaucoup plus exposées aux frappes de drones ukrainiens, aux missiles ou même aux attaques d'artillerie. Avec les drones de Kiev toujours en l'air, scannant les environs pour tout signe d'activité russe, il ne leur faudrait pas nécessairement trop de temps pour repérer les convois se dirigeant vers la péninsule, et, à partir de là, ce ne serait qu'une question de temps avant que des drones de frappe ou des missiles ne soient envoyés pour les éliminer. L'Ukraine concentre déjà ses efforts sur la perturbation de ses lignes d'approvisionnement terrestre. Au cours d'une campagne d'une semaine en avril, elle a mené plusieurs frappes réussies le long d'un corridor terrestre critique reliant la Russie et la Crimée. 3 arsenaux russes et 3 dépôts d'approvisionnement distincts ont été ciblés et endommagés, les forces ukrainiennes attaquant également 2 centres logistiques qui aident à coordonner le flux de fournitures le long du corridor. Le 20 avril, des rapports ont également fait état de frappes supplémentaires menées par les forces de défense ukrainiennes sur 2 grands navires de débarquement russes stationnés dans la baie de Sébastopol. Les 2 navires ont été identifiés plus tard comme le Project 775 Yamal et le Project 1171 Nikolai Filchenkov. Le Yamal était capable de transporter jusqu'à 500 tonnes de cargaison, y compris des véhicules blindés et des troupes, et est évalué à plus de 80 millions de dollars. Le Nikolai Filchenkov, quant à lui, est encore plus grand, avec une capacité maximale d'environ 1000 tonnes, lui donnant la capacité de transporter une force de débarquement assez importante à travers l'eau. Bien qu'étant le plus grand des 2 navires, il est également plus ancien et pas tout à fait aussi cher, mais toujours évalué à environ 70 millions de dollars. Ces attaques, combinées à la frappe sur le dernier ferry du détroit de Kertch, envoient un message clair. L'Ukraine est en train de couper les lignes d'approvisionnement de la Russie vers la Crimée. Petit à petit, elle isole la région, rendant de plus en plus difficile pour les troupes du Kremlin d'obtenir le carburant et les munitions dont elles ont besoin pour se défendre. En éliminant des navires de débarquement, l'Ukraine empêche également la Russie de constituer une force plus importante dans la péninsule. C'est d'autant plus important que, par le passé, même si l'Ukraine parvenait à éliminer un système de défense aérienne russe ou un autre actif en Crimée, l'ennemi pouvait toujours simplement remplacer ce qu'il avait perdu. Si les drones de Kiev détruisaient un dépôt de munitions, par exemple, les forces russes pouvaient simplement charger des munitions d'autres régions et les acheminer à travers le détroit ou par le pont de Crimée. Mais avec les lignes d'approvisionnement coupées et sous pression, cela ne sera plus possible. En regardant la situation dans son ensemble, cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. Si l'Ukraine parvient à isoler la Crimée, les forces russes restantes dans la péninsule deviendraient essentiellement des cibles faciles. Et avec les drones et missiles ukrainiens qui s'améliorent et deviennent plus précis chaque année, les forces de défense auraient peu de mal à éliminer les troupes restantes. À son tour, le contrôle du Kremlin sur la région diminuerait rapidement, et si l'Ukraine pouvait éventuellement forger un chemin à travers Kherson, elle pourrait exploiter la faiblesse de son ennemi et envoyer un jour ses propres soldats pour reprendre la zone. Cela peut sembler lointain, mais toutes les pièces sont déjà en place.
et l'armée ukrainienne fait les bons mouvements pour concrétiser enfin sa vision de dérussification. Et avec le Kremlin confronté à des taux de pertes croissants, à des pertes d'équipements dévastatrices, à des assauts de première ligne au point mort et à des campagnes de recrutement défaillantes, il n'a plus les moyens de fortifier la Crimée aussi fortement et solidement que par le passé. Ainsi, si l'Ukraine peut même exercer un contrôle partiel sur la région, tout changerait. La flotte russe de la mer Noire, qui a déjà été contrainte de se cacher par les frappes de drones ukrainiens, deviendrait insignifiante, car elle ne pourrait plus utiliser Sébastopol en toute sécurité comme base. Le Kremlin perdrait également ses capacités de projection de puissance et son influence à travers la mer Noire et au-delà. Ensuite, à long terme, si l'Ukraine parvient finalement à réaliser son rêve de longue date de faire partie de l'Union européenne ou de l'OTAN, la sphère de pouvoir de la Russie diminuera encore davantage. Cela représenterait un retournement de situation étonnant par rapport à 2014. À l'époque, après une opération de prise de contrôle si rapide et efficace, Poutine pensait avoir sécurisé la Crimée comme partie intégrante de la Russie pour les générations à venir. Aujourd'hui, il découvre à quel point il s'était terriblement trompé. Pour en savoir plus sur la manière dont l'Ukraine est en train de renverser le cours de la bataille, regardez notre vidéo qui explore comment les forces de Kiev ont récemment libéré de vastes étendues de terre dans les territoires occupés. Ou, pour une analyse approfondie de la façon dont la jadis puissante armée russe a été mise à genoux, visionnez cette autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carte du Pouvoir pour plus d'analyses, d'informations et de nouvelles de la guerre russo-ukrainienne et d'autres conflits importants à travers le monde.